Aujourd'hui, il faut travailler énormément la manière dont un jeune s'engage dans sa formation. Il faut d'abord le captiver pour pouvoir le capter. Vous parlez des soft skills, c'est pas des choses qui se faisaient il y a 15-20 ans de la même manière. Donc on voit que cette tendance-là aussi s'est développée. Les élèves se confrontent quand même à une réalité, c'est quand vous arrivez en entreprise, vous avez peut-être envie d'être, d'exister par un statut quelconque. Enfin, la première chose qu'on vous demande, c'est de faire des choses. Donc c'est pas parce qu'entre guillemets on donne via une taxe à l'enseignement privé lucratif qui ferait de l'apprentissage que cet argent-là irait directement dans l'université si on disparaissait. Et si l'école de demain ne se construisait pas dans les amphis, mais bien en entreprise, sur le terrain, dans la confrontation du réel? Aujourd'hui, on va parler d'alternance, d'intelligence artificielle, de pédagogie transformée, mais aussi de transmission, de formation du citoyen et de football, vous allez voir. Mon invité Erwan Poirot a été enseignant, chercheur, directeur d'école, chroniqueur, et il milite pour une éducation plus juste, plus ancrée et plus vivante. Alors dans cet épisode, il va nous parler de ses engagements, de ce que l'alternance peut changer dans la vie d'un étudiant et de la façon dont l'intelligence artificielle redéfinit le rôle du formateur. Bienvenue dans 20 sur 20, le podcast qui repense l'école, l'enseignement supérieur et ceux qui les font. Merci beaucoup Erwan Poirot d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. On est Ravi ravis d'être là. de vous recevoir. Alors je le disais en intro, vous avez été enseignant, chercheur, directeur d'école, chroniqueur. C'est quoi le fil rouge qui relie chacun de ces rôles? Je crois que c'est la transmission. D'abord, ça a été le goût de transmettre, d'enseigner. Sachant que j'ai pas été un très bon élève, notamment jusqu'au lycée. Ça s'est plutôt révélé après. D'accord. Et notamment, je me suis beaucoup ennuyé. Et je crois que comme certains pédagogues, l'idée, c'était de se dire, mais pourquoi on faisait des cours comme ça? Alors, petit rappel, j'ai 55 ans, donc il faut dire que la pédagogie a un peu changé. On était dans une pédagogie très descendante. Ouais. Mais voilà, c'est surtout d'abord l'ennui personnel qui m'a fait dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire des cours autrement? Et puis, ça a été l'enseignement. La recherche, tout de suite, qui m'a aussi passionné. Donc, comment combiner les deux, mais avec l'idée de pouvoir développer l'enseignement auprès du plus grand nombre. Et ça a toujours été le fil rouge de ma vie. Très sympa. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie à l'origine de transmettre et qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui l'envie de continuer? Je crois que ça a été... Alors, ça vient des sciences sociales, parce que dans les sciences sociales, que ce soit la sociologie ou la science politique, il y a l'idée d'une révélation, c'est-à-dire de se dire il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre, qu'on ne voit pas forcément, qu'on prend comme des évidences, et pour autant qui méritent des clarifications pour les comprendre. Mais ça, il faut aussi de la pédagogie pour faire passer, parce que c'est un peu compliqué, et ainsi de suite. Et je crois que ça a été ça, ce goût-là, et faire des élèves des citoyens, notamment un peu plus éclairés. Donc c'est ça qui m'a animé tout au long de ma vie. Alors justement, après quoi, 25 ans, 30 ans là, malheureusement, 30 ans, d'expérience, qu'est-ce que vous avez appris sur ce que ça signifie vraiment d'éduquer? Éduquer, alors d'abord, je crois à un principe, c'est Philippe Mérieux qui évoque ce principe, qui s'appelle le principe d'éducabilité. Alors le nom est un peu compliqué, mais en gros, ça veut dire que tout le monde a sa chance. Moi, quand je discute avec des amis ou des parents, très souvent, c'est la question du don qui revient. En gros, on est doué ou pas doué pour. Et ce qui fait que souvent, par exemple, quand on va commencer à trier, on va dire, les personnes pour dire toi, tu peux passer dans telle ou telle filière ou ce genre de choses, ça renvoie à ça. Il est doué pour les maths, il est doué pour quelque chose. Or, je crois que les enseignants doivent être mus par un principe simple, c'est que tout le monde peut y arriver. Alors, tout le monde ne sera peut-être pas Einstein dans l'absolu, mais on n'a pas besoin que des Einstein. Mais par contre, on peut très largement élever le niveau, la capacité à réussir. Quand on parlera d'alternance, on verra qu'on a plein de success stories à des gens à qui on aurait dit historiquement, tiens, vous n'êtes pas doué, ou parce que socialement, ils n'avaient pas les bons codes. Tout à fait. Et très souvent, alors je suis désolé, je vais faire une petite citation, mais ce sera la seule, il y a les travaux de Pierre Bourdieu dans les années 60 qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Héritiers. Et à l'époque, il mettait en avant le fait que d'habitude, on pense l'école comme un ascenseur social possible. Or, en fait, lui montrait déjà dans les années 60 que l'école participait au contraire à reproduire des situations acquises. Et donc, moi, l'idée, c'est d'essayer de débloquer ça le plus possible et qui a été mise en avant. Et dernier point, je le vois, puisque je suis maintenant dans une famille de profs, donc mes enfants sont très avantagés pour savoir comment se retrouver dans ce labyrinthe. Et je vois bien que quand on n'a pas les codes sociaux pour y arriver, c'est toujours très compliqué, faire le bon choix, comprendre comment ça se passe, et ainsi de suite. Pas toujours évident, en effet. Alors, à vos yeux, justement, quels sont les plus grands malentendus actuels autour de l'enseignement supérieur en France? Alors, il y a l'enseignement supérieur, mais j'allais dire, il y a l'enseignement tout court. Prendre un petit exemple, regardez pendant le Covid ce qui s'est passé, où les parents se sont retrouvés avec leurs enfants, ils devaient un peu jongler entre les deux, voire donner cours,
et ils se sont aperçus à quel point c'était difficile de faire cours. Et ils étaient très, très contents de nous rendre les enfants globalement. Alors ça, c'est pour la petite histoire, mais ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a pour moi, l'éducation, ça doit être fait par des professionnels. Or, souvent, il y a plein de métiers, je sais pas, à la radio peut-être, mais par exemple, électricien, on ne se dit pas du jour au lendemain, tiens, parce que je suis un peu doué, sympa et dynamique, je vais être électricien. Bah, pourtant, dans l'enseignement, c'est un peu ça. Donc, il y a la question d'avoir des gens qui se professionnalisent. Si on reprend maintenant votre question sur l'enseignement supérieur, je crois que c'est surtout faire cohabiter plusieurs systèmes ensemble, parce qu'en France, on est biberonné à l'enseignement supérieur, on va dire académique, qui serait un peu la noblesse là-dessus, et puis l'enseignement plus professionnalisant, pourtant très nécessaire et qui répond aux besoins des entreprises, mais qui, lui, se retrouve un peu déclassé ou en tout cas un peu méprisé. Je vois juste, et ça me fait beaucoup rigoler, parce que moi, j'étais dans des groupes où l'alternance dans le supérieur, j'y étais au début des années 2000, donc il y a 25 ans à peu près, et à l'époque, les grandes écoles, mais voire l'université, il y avait un mépris total pour l'apprentissage. Aujourd'hui, ils sont bien contents, notamment économiquement aussi, d'aller vers ça, et on voit bien que justement, ces systèmes peuvent cohabiter et c'est pas le public vertueux contre le privé lucratif qui serait le diable, et d'essayer d'avoir une combinaison intelligente. Il y a de la place pour tous et parce que ça répond à une vocation sociale. Un besoin, effectivement. Et d'ailleurs, vous défendez l'alternance depuis longtemps. Oui, alors je la défends depuis longtemps, mais attention parce qu'on se trompe souvent sur l'alternance. Alors, quand on dit alternance, on va dire apprentissage. C'est que souvent, ce qu'on retient, c'est que c'est gratuit et payé par les entreprises ou en tout cas par des formes d'impôts. Bon. C'est vrai et c'est très avantageux parce que ça permet à des catégories, notamment populaires, d'y accéder. Mais l'apprentissage ou l'alternance, c'est d'abord un principe pédagogique qui consiste à dire qu'on va mieux ancrer l'acquisition de la compétence en justement combinant perpétuellement cette pratique dans deux endroits. Et deuxième élément, souvent on va dire j'apprends à l'école, j'applique en entreprise. C'est pas du tout ça l'apprentissage. C'est j'apprends et j'applique à l'école, j'apprends et j'applique en entreprise, mais des choses différentes. Et par contre, ça doit s'enrichir perpétuellement entre les deux. Et c'est ça qui fait la magie un peu du système. Pour ceux qui ont connu, ce qui est peut-être le cas ici, mais plus le côté je fais mes études, puis je fais 3 mois de stage, et après j'y reviens pas. C'est ça. Bon, on voit quand même une nette différence dans la dimension très pratique et opérationnelle des jeunes qui sont passés par ces dispositifs. Il y a des freins structurels aujourd'hui qui empêchent encore l'alternance de se généraliser ? C'est bizarre, c'est qu'on en remet. C'est-à-dire que là, en fait, il y a eu des lois et ainsi de suite qui ont très nettement favorisé, avec des aides, parfois des subventions. Et aujourd'hui, on les retire. Alors, il y a des choses c'est normal qu'on les retire. Par exemple, les subventions aux entreprises pour prendre un alternant, ça, c'était pour moi, ça devait rester ponctuel, c'était post-Covid, on voulait atteindre un objectif. Maintenant, les entreprises sont acculturées. Par contre, il y a actuellement 5 à 6 réformes en même temps qui sont en train de tuer l'apprentissage pour des mauvaises raisons, parce qu'il y a pu y avoir du bad buzz à un endroit, parce que éventuellement l'université n'est pas assez dotée, donc elle a le sentiment que si elle prenait au privé lucratif, ça irait mieux. Voilà. Donc il y a plusieurs éléments qui, étrangement, alors que ça fait 5-6 ans que ça décollait, et on est en train de défaire tout ça. Alors je ne sais pas si on en discutera, mais en tout cas, c'est assez étrange comme tendance. On parle souvent de pédagogie inversée. Oui. Est-ce que l'alternance est une forme de pédagogie inversée grandeur nature ? Alors, je vais être un peu compliqué, mais je vais dire non. Contrairement à ce qu'on peut penser. D'abord, peut-être repréciser la pédagogie inversée, c'est de dire je vois avant plutôt les concepts et les contenus, et je garde la classe pour un temps qui est plutôt de mise en situation. Bon. Sur le papier, c'est super. Ça vient plutôt du monde anglo-saxon, des grandes universités américaines. Et souvent, des gens qui font de l'apprentissage disent qu'ils font ça. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, pour une raison très simple. C'est qu'en général, c'est très difficile de faire bosser des apprentis en amont, parce qu'aller voir ces éléments-là, ça suppose d'aller lire des bouquins, ça suppose d'aller voir du contenu. Et les gens ne sont pas forcément autonomes. Enfin, les jeunes ne sont pas toujours autonomes pour le faire. Donc moi, je crois plutôt à une pédagogie que j'appelle active ou expérientielle, dans le fait où on va plutôt faire des remédiations régulières, c'est-à-dire qu'on pose parfois des éléments de concept, mais effectivement avec énormément de mise en situation, mais qui sont plutôt dans la classe qu'en amont de la classe. Parce que la réalité du terrain fait que, déjà pour un jeune, vous savez, faire sa mission en entreprise, faire l'école, rentrer chez lui, faire des devoirs, si vous multipliez le côté je vais voir des choses en amont, dans le système américain, vous avez 14 heures de cours par semaine. Donc c'est pas du tout le même... c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Alors, vous avez des activités, mais bref. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas... La classe inversée, ça fait chic comme concept un peu marketing pédagogique, mais
la réalité n'est pas tout à fait celle-ci. Quel bénéfice concret vous observez chez un étudiant qui a suivi tout ou partie de sa scolarité justement en alternance? Déjà, ça lui donne quand même une rigueur de travail, tout simplement. Surtout que c'est peut-être pas qu'ils l'ont peut-être pas eu avant, donc ça donne déjà une rigueur et une puissance de travail très importante. Et surtout, ça va lui apprendre des codes beaucoup plus tôt qui en général n'ont pas forcément acquis de la même manière avec l'entreprise. Moi, je vois des choses un peu rigolotes. Alors, on est en toute transparence ici, mais moi, ça m'arrive d'avoir eu des jeunes qui ont fini dans mon bureau, que j'ai engueulé, voilà. Et je les revois 7-8 ans après, ils sont tuteurs ou jury. Et là, ça a été la transformation totale. C'est-à-dire qu'en fait, on a semé des graines à des endroits. Sur le moment, quand on a vécu, ils ont eu leur diplôme un peu au forceps, par exemple. Mais en fait, ces graines-là, elles ont ensuite, dans la confrontation avec l'entreprise, elles ont semé. Et ça vous change un jeune qui, par la suite, va acquérir des codes qu'il n'a pas eu avant dans son milieu d'origine, par exemple. Malgré tout, est-ce que l'alternance est bien compris par les élèves, les familles, les enseignants? Non, pas tellement, parce que déjà, alors moi j'ai un gros avantage, c'est que j'ai d'abord été éducation nationale, université et privé en même temps. Donc je suis un peu la combinaison de ce que j'essaie de vendre ou de survendre. Mais justement, je vois dans le monde, si vous voulez, de l'éducation nationale, c'est complètement méconnu. Mais c'est méconnu parce que les enseignants n'ont connu qu'un système. En général, ce n'étaient pas des mauvais élèves, donc ils ont connu ce système qui les a, pas glorifiés, mais qui les a sélectionnés. Et donc ils connaissent très mal le système de l'apprentissage. Et ils vivent encore avec l'idée que c'est un monde un peu déclassé, c'est un peu le bac pro, le BEP, ça renvoie à ça. Alors que ça n'est plus du tout ça. Et c'est pas très bien compris parce que c'est pas toujours valorisé à sa juste mesure. Exemple, pas plus tard qu'en 2018, quand Emmanuel Macron fait une réforme qui favorise l'apprentissage. En même temps, quand il le vend, il met en avant, les charcutiers, les bouchers, les coiffeurs. C'est-à-dire qu'on renvoie toujours à ce côté métier très manuel, notamment. Presque artisanat. C'est ça. Ça s'est développé quand même, il y a eu des progrès. Mais il y a encore des classifications qui existent. Moi, je le vois, j'ai plutôt des amis à titre personnel dont les enfants font plutôt des prépas et ainsi de suite. Quand je raconte mon métier, toujours très sympa, le côté un peu, moi je suis l'œuvre sociale. Mais je vois bien qu'en même temps, quand on en parle pour leurs enfants, si leurs enfants sont pas toujours dans le cadre le plus académique possible, il y a quand même un petit mouvement de résistance qui s'opère. Vous parlez souvent de transmission. Oui. C'est quoi la différence que vous faites entre instruire et transmettre ? Alors, instruire, il y a un côté, si vous voulez, relativement descendant qui ne se discute pas. C'est-à-dire, même s'il peut y avoir de l'interaction, il y a un côté très vertical. Dans la transmission, il y a un côté plutôt guidance où vous allez essayer de faire aussi découvrir à la personne à qui vous essayez de transmettre ces éléments par elle-même. Alors, toute chose égale par ailleurs, mais un peu comme un psy essaye de faire découvrir le mal-être ou en tout cas un symptôme à son patient. Et donc, évidemment, ce sont des ressorts qui sont un peu différents. La difficulté, c'est que nous, je parle pour ma génération, on a souvent connu de l'instruction là-dessus, mais sur vraiment une transmission qui permettrait d'intégrer l'apprenant dans la démarche, ça, c'est un peu plus rude. Et puis parce que ça suppose aussi de l'innovation pédagogique, de l'inventivité, voire de la poésie pédagogique. Allez, la transition est toute trouvée. Innovation pédagogique, on a parlé dans les précédents épisodes de 20 sur 20, beaucoup des soft skills. Fameuses compétences du 21e siècle. Est-ce qu'on peut aujourd'hui enseigner l'esprit critique, la pensée complexe, et d'ailleurs le reste de ces soft skills en école de commerce aujourd'hui ? Alors oui, très clairement. D'ailleurs, pas qu'en école de commerce. Ce qui change, si vous voulez, et là où parfois les enseignants ont le sentiment de ne pas pouvoir y arriver tel qu'ils pouvaient le faire encore il y a 5-10 ans, c'est qu'il y a une notion qui est très importante, qui fait d'ailleurs un peu partie de la signature pédagogique du groupe dans lequel je suis, c'est la question de l'engagement. Aujourd'hui, il faut travailler énormément la manière dont un jeune s'engage dans sa formation. Et aujourd'hui, ça passe très fréquemment, il faut d'abord le captiver pour pouvoir le capter. Et donc là, vous êtes obligé d'utiliser des choses autour de la gamification, autour de la rupture, essayer de les intéresser, parce qu'ils ont tellement de sollicitations possibles, et bien faites d'ailleurs. Moi-même, je me rends compte, sans être addict aux réseaux sociaux, mais parfois ça m'arrive sur un réseau social de swiper pendant... je pensais y passer 5-10 minutes, et j'ai passé une demi-heure sans même que ça se voit. Donc ça veut dire qu'ils sont habitués à ces sollicitations, donc il faut essayer d'utiliser ces codes et ces registres pour les captiver, et derrière pouvoir en créer des choses. Mais ça suppose aussi de changer des éléments de pédagogie qui ont pu être faits ailleurs.
L'intelligence artificielle, par exemple. Alors, ça, c'est un autre élément. C'est pareil. Je comprends que ça puisse faire peur. Et moi-même, je ne suis pas complètement insensible, évidemment, à cette peur-là. Moi, je suis plutôt IA-friendly à ce stade, jusqu'à ce qu'elle me remplace complètement. Mais non. Vous Ce en que avez peur? Non, Non. pas pour l'instant, parce que je vois bien quand même que la dimension humaine de la remédiation, pour l'instant, est intéressante. Par contre, à mon avis, un des usages vraiment clés aujourd'hui, c'est justement la remédiation et surtout l'individualisation. On a énormément de mal, que ce soit moi, Éducation nationale, à une époque, aujourd'hui, vous avez une classe de 20-30 élèves, vous êtes obligé de faire un truc un peu moyen pour accrocher tout le monde. Là, aujourd'hui, ça permet, via un outil, là, moi, je crée par exemple des agents GPT ou des agents d'IA, sur chaque module, ce qui fait que chaque élève a son prof particulier en quelque sorte, avec lequel il va pouvoir réviser, l'interroger s'il n'a pas bien compris, et ainsi de suite. Donc c'est quand même assez intéressant par rapport à ça. Et là, c'est après-demain, ça existe déjà aujourd'hui, mais ce n'est pas encore complètement développé. Par exemple, sur des plateformes plus à distance ou plus digitales, c'est-à-dire qu'un élève s'est positionné, a fait tel ou tel test, et lui, il va avoir un menu à la carte, et pas être obligé de prendre un menu fixe. Et ça, c'est quand même très intéressant dans la manière d'y arriver. Ça change forcément le rôle de l'enseignant aussi dans l'enseignement supérieur. Oui, parce que ça va être plutôt ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire de la guidance, de la transmission, qui va être plutôt un fluidificateur, enfin, qui va essayer de relier ces éléments-là, et moins celui qui transmet le savoir pur. Mais on voit déjà que depuis quelques années, alors là, ce que je vais dire date un peu, mais il y a 10-15 ans, mais je vois où mes élèves commençaient via Wikipédia à me challenger, par exemple, sur une information précise, là où c'était le prof avant qui détenait l'affaire. Bon, déjà, depuis 10-15 ans, on voit bien qu'Internet a plus de mémoire que le formateur. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types d'outils qui aident à ça. Mais je crois qu'il faut vraiment, enfin voilà, moi, complètement l'intégrer dans son cours, mais comme d'autres outils, comme les jeux vidéo ou d'autres choses. Alors justement, à l'heure de ChatGPT, des contenus automatisés, est-ce que vous craignez que cette intelligence artificielle, elle leur remplace d'une certaine manière la relation pédagogique, ou qu'elle la renforce, ou en tout cas qu'elle la transforme? En fait, il peut y avoir plusieurs scénarios. Moi, je suis un éternel optimiste, donc je crois plutôt à la partie où ça peut la renforcer. Par contre, ça suppose que les enseignants fassent un travail de construction en amont en l'intégrant directement. Parce que si vous ne changez pas, et que par exemple, dans des devoirs écrits, c'est toujours la même chose à la maison, vous êtes sûr que ça va être un peu du copier-coller, un peu bêta utilisé. Et que là, vous me posiez la question sur l'esprit critique, notamment, évidemment, il n'y en aura pas beaucoup. Donc c'est sûr qu'il faut développer la manière d'aller interroger l'IA. Bon, tout le monde parle maintenant de prompt, ou de ce qu'on appelle le prompt engineering, la capacité à aller questionner l'IA. Et ça y est, ça s'est déjà un petit peu dépassé. Maintenant, on passe à des étapes où comment je vais marier plusieurs IA entre elles et réfléchir, en fait, la phase de réflexion en amont pour que le jeune se dise, OK, je vais avoir les outils, mais de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de fabriquer? Et après, je vais dicter, entre guillemets, à mes outils la manière de construire et faire. Les bons usages de l'intelligence artificielle Honnêtement, à ce stade, c'est un peu dur de se dire, c'est ça. Tiens, il y a déjà des bons usages. On est tous en train de, comme des artisans, on teste beaucoup de choses. Le bon usage, pour moi, c'est déjà de ne pas se faire comme un rempart. On n'a pas plus arrêté la calculatrice quand ça s'est développé. C'est ce que j'allais vous dire. Ensuite, donc, aujourd'hui, le rempart qui serait pas du tout. Après, il peut y avoir des temps. Moi, je crois beaucoup à des scénarisations dans un cours où on essaie de varier. Et par exemple, moi, j'utilise donc l'IA dans mes cours. Et puis, à des moments où je dis aux élèves, voilà, allez, là, on va se faire 20 minutes de réflexion sans l'outil. Et puis, on ira après challenger avec l'outil. Et en fait, pour le coup, ça fait presque maintenant des respirations pour les élèves aussi, de ne pas utiliser tel ou tel outil et pas que de l'IA. Il y a des pièges aussi avec l'intelligence artificielle. Oui, le piège là-dessus, c'est que, alors, soit parce que vous avez mal posé la question, soit parce que l'IA a été, agrégé des informations qui ne sont peut-être pas bonnes. Moi, ça m'arrive d'ailleurs souvent d'utiliser 2-3 IA en parallèle pour essayer de voir ce qui se joue. D'accord. Et j'interroge une des IA en disant, mais attention, l'autre m'a dit ça, effectivement, elle va chercher. Donc, le problème, c'est que ça, je peux le faire aujourd'hui parce que j'ai une capacité peut-être d'analyse critique que j'ai apprise avant. Toute la difficulté, ça va être de dire comment on peut donner votre question, ce même esprit critique ou d'analyse à des élèves. Donc, je crois qu'il faut toujours l'intégrer dans des programmes de formation. Il y aura peut-être des cours qu'on pourra substituer un peu facilement et on pourra intégrer ça. Ça veut dire que les compétences de demain pour un enseignant, pour ne pas devenir obsolète face à cette intelligence artificielle, c'est quoi? Alors, capacité vraiment d'animation et notamment dans une classe. D'ailleurs, ce que font plutôt
les instituteurs ou les professeurs des écoles, cette capacité à travailler avec des îlots dans la classe. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir une sorte de gros groupe devant nous et de plus en plus des petits îlots un peu agiles. Donc l'agilité, la curiosité, notamment un peu technique, pour aller notamment être capable justement d'aller chercher de nouveaux outils ou d'être un peu en veille sur ce sujet-là. Bien sûr. Que tous les profs ne sont pas digital native ou en tout cas agiles sur le sujet. Non, c'est sûr. Voilà. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que les profs. On voit bien que dans chaque entreprise, les questions se jouent. Et puis, d'essayer de la remise en cause, c'est-à-dire considérer aussi que moi, dans mon métier, en 30 ans, je sais pas, j'ai eu à peu près 3 temps qui fait que mon métier a changé presque 3 fois. Ouais. Et il n'est pas dit que je devienne peut-être plus qu'un coach par la suite. C'est une des possibilités. Ça vous ferait plaisir ? Non, pas forcément, parce que moi, par contre, j'ai un vrai... Alors ça, c'est lié à mon parcours. Moi, je suis diplômé de sciences politiques, et donc c'est vraiment la question des contenus, la théorisation, la conceptualisation, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment j'arrive à le transmettre à un élève de seconde, par exemple, ou quelqu'un à qui je ne peux pas utiliser un jargon un peu compliqué. Et donc, trouver des métaphores, souvent, ça me plaît bien. Sympa. Vous avez dirigé plusieurs écoles privées aussi. Quel regard vous portez sur la concurrence croissante dans ce secteur ? Alors, aujourd'hui, il est quand même relativement sain qu'il y ait un tri qui se fasse, et notamment le fait que l'État intervienne, ou l'État ou des structures paraétatiques interviennent pour essayer de réguler davantage, c'est vraiment une bonne chose, et on milite pour qu'il y ait cette clarification de qualité sur des process, sur des contenus, sur recruter des formateurs et ainsi de suite. À l'inverse, je pense que se pose quand même un problème encore en France, alors qui est un peu technique, je suis désolé, notamment sur la question des diplômes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a l'idée que quand vous êtes dans une dimension académique, vous aurez le droit d'appeler vos diplômes bachelor, master et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, maintenant, l'État vous contraint, par exemple, quand vous êtes ce qu'on appelle un titre RNCP, c'est-à-dire un titre qui est enregistré auprès du ministère du Travail et de sa structure qui s'appelle France Compétences. Le problème, c'est que c'est avec des appellations qui ne sont pas comprises des familles. Je peux vous prendre un exemple très concret. Dans mes groupes d'écoles, j'ai une école, par exemple, qui a un diplôme de Bac+3 qui s'appelle chargé d'affaires en haute technologie. Bon, il n'y a pas un élève le matin qui se lève en disant « Tiens, je vais faire un diplôme de chargé d'affaires en haute technologie. » C'est pour ça que commercialement, on est obligé de dire on fait un bachelor en vente et négociation commerciale. Bon, le problème là, il y a une règle qui vient de passer. J'ai plus le droit de l'appeler bachelor, j'ai plus le droit de l'appeler vente et négociation commerciale, et je devrais utiliser au sens strict du terme chargé d'affaires en haute technologie. J'ai plus le droit de dire que c'est un diplôme, et j'ai pas le droit de dire que c'est Bac+3, Bac+5. Je dois dire que c'est niveau 6. Parce que c'est un élément de régulation qui a été fait. Et que les grandes écoles luttent pour essayer de nous éjecter. Imaginez les parents de milieux plus populaires, ou même déjà beaucoup de parents. Eux, niveau 6, niveau 16, c'est du jargon du monde de la formation professionnelle et ainsi de suite, qui n'est pas compris. Donc en voulant clarifier et réguler, en réalité, on rajoute de la complexité. Mon Dieu. Et seuls ceux qui connaissent la route du labyrinthe pourront s'y retrouver. Donc voilà, donc ça c'est des choses, je pense qu'en termes de clarté, de simplification, il y a quand même des choses qu'on pourrait faire si on pouvait bosser en bonne intelligence. Sachant que le savoir est accessible partout aujourd'hui, tout le temps, à quoi doit encore servir une école ? Je pense que pour moi, une école, elle va amener une expérience d'éducation. C'était d'où le fait d'ailleurs que les écoles de commerce avaient compris assez tôt la vie associative, le fait que même en faisant des éléments qui sont des activités connexes à la formation pur jus, on apprend plein de choses. Même quand on fait un BDE, même lorsqu'on doit organiser une fête. Moi, le nombre de BDE qui ont croulé, qui m'ont laissé des dettes, bon, je me dis, tiens, en termes de gestion, ils m'ont pas laissé le meilleur. Bon, j'espère qu'ils ont appris. Mais tout ça pour dire que voilà, je pense que c'est une expérience éducative, aussi une sociabilité, parce que, je sais pas vous, mais moi, ça reste aussi mes meilleures années de ma vie avec des groupes de personnes, des connaissances. Donc voilà, on n'apprend pas qu'un métier, on n'apprend pas qu'une formation au sens strict du terme. L'enseignement supérieur a-t-il encore un rôle à jouer dans la construction du sens, à l'heure où justement de plus en plus de jeunes, cette génération dont on parle beaucoup, cherche davantage à être qu'à faire ? Oui, c'est ce que vous dites est vrai. C'est presque j'ai l'impression d'être au bac de philo. Vous avez 4 heures, Erwan Poirot. Oui, elles ont un rôle à jouer parce que c'est ce qu'on évoquait dans l'esprit critique d'une part. Et elles se réinventent quand même beaucoup.
vous parlez des soft skills, c'est pas des choses qui se faisaient il y a 15-20 ans de la même manière. Ça, c'est sûr. Donc, on voit que cette tendance-là aussi s'est développée. Et elles vont jouer sur d'autres choses, sur des formes d'expérience qui existent, et quand même aussi, je trouve, sur le lien avec l'entreprise, et pousse quand même les élèves à faire malgré tout. Et les élèves se confrontent quand même à une réalité, c'est quand vous arrivez en entreprise, vous avez peut-être envie d'exister par un statut quelconque. Enfin, la première chose qu'on vous demande, c'est de faire des choses. Donc, cette dissociation me paraît pas très pratique opérationnellement. Alors, si je continue dans le bac de philo, est-ce qu'on peut réconcilier excellence académique et bien-être des étudiants, ou est-ce qu'il faut forcément arbitrer ? Non, je ne crois pas qu'il y a de l'arbitrage à avoir. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, c'est que les écoles, quand vous parliez de sens auparavant, des écoles qui étaient pur jus, orientées, je pense toujours un peu au business school, mais finance, enfin des choses qui étaient très opérationnelles et très mercantiles et lucratives. Aujourd'hui, même si parfois elles le font un peu par opportunisme, mais le fait qu'il y ait de plus en plus de RSE, le fait qu'il y ait de plus en plus quand même d'actions autour de l'humanitaire, et ainsi de suite. Bon, c'est pas que du bullshit, il y a quand même des choses qui avancent en la matière. Donc ça bouge. Ça bouge quand même. La pédagogie, est-ce qu'elle doit aussi apprendre à désapprendre, quelque part à sortir du cadre ? Alors, il y a deux choses, parce que une des difficultés de la pédagogie, c'est que souvent, notamment quand vous maillez des diplômes entre eux, par exemple, vous passez d'un BTS à un bachelor, un master, ainsi de suite, souvent à un étage, vous devez désapprendre aux élèves ce qu'ils ont appris pour essayer de leur donner autre chose. Oui. Un exemple très concret, des BTS, par exemple, en vente, on vous apprend une chose qui est en général un peu obsolète, et le bachelor va essayer de vous amener quelque chose. Donc déjà, le principe même de la pédagogie, c'est presque toujours de désapprendre pour mieux apprendre. Mais bizarrement, vous êtes obligé de passer un peu par l'erreur ou quelque chose qui n'était pas parfait, parce que c'était aussi compréhensible à cette étape pour se faire. Après, je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais pour créer aussi, pour initier de la créativité, par exemple, ou un esprit un petit peu différent, là, je ne pense pas que ce soit désapprendre, mais c'est donner effectivement des codes qui permettent de ne pas toujours penser dans la boîte. D'ailleurs, c'est toujours très étonnant parce que toutes les écoles qui, d'un point de vue marketing, disent « think out of the box », en fait, qui sont hyper normatives dans leur manière de faire. Donc, c'est un peu rigolo dans leur manière de penser, par exemple. Mais bref. Mais par contre, oui, et on voit qu'il y a de plus en plus de séminaires, par exemple, ou d'expériences pédagogiques qui vont essayer d'être plus ouvertes. Mais c'est aussi parce que l'entreprise change. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand même, dans le recrutement, sur les CV, on voit qu'il y a quand même des choses qui ont bougé. On n'est plus dans des formes aussi classiques. Dans la manière d'appréhender l'entreprise. Le télétravail, à mon époque, c'était juste lunaire d'imaginer que les gens pouvaient travailler, justement, pas au sein de l'entreprise. Bon, et puis, les tenues vestimentaires également qui changent. Enfin bref, il y a quand même beaucoup d'éléments très concrets qui font penser différemment, et la pédagogie doit y participer, bien sûr. Sortir du cadre, c'est facile de recruter aujourd'hui, d'accepter de repérer en tout cas des élèves, des étudiants qui ne rentrent pas forcément dans une case, et de les faire évoluer, grandir aussi au sein d'une université. Non, alors j'allais dire, le recrutement à tous les étages, c'est difficile. Alors, le recrutement des élèves, parce qu'en fait, vous les voyez individuellement et après pris dans un collectif. À ces âges-là, il y a beaucoup de choses qui se jouent en termes d'affirmation de soi, faire un peu le couillon parce que j'ai besoin d'exister, ou parce que je me mets dans telle ou telle posture. Mais ce qui est formidable, moi j'ai parfois les élèves 5 ans, ça fait 5, 3, parfois même 1 an, c'est quand même quand on les a longtemps, c'est fou à quel point à cet âge-là, entre 18 et 22 ans, il y a une vie en réalité. Et ils ont pu rentrer un petit peu indolents là-dessus et sortir, ils se sont construits, ils ont trouvé leur voie. Enfin, c'est vraiment assez passionnant à vivre. Voilà. Mais après, je vous dirais que vous me parlez du recrutement, c'est la même chose pour un formateur. Hein. Dans la mesure où on n'a pas beaucoup de formateurs vraiment professionnels, parce que nous, on a beaucoup recours à des professionnels métiers qui viennent transmettre. Et même eux, ils se disent, tiens, c'est facile parce que le plus important, c'est que je maîtrise mon métier. Et là, ils se retrouvent devant un groupe de 25 jeunes, pas du tout captifs comme leurs collaborateurs qui écouteraient une réunion managériale. Et là, ils s'aperçoivent que c'est un vrai métier avec des ressorts et que il faut trouver des formes de scénarisation pour pouvoir transmettre. Donc, il y a encore un peu de boulot sur le sujet. Le plus grand impensé de notre système éducatif actuel, c'est quoi ? Alors, ça renvoie à ce que je vous disais sur Pierre Bourdieu, c'est-à-dire, alors, excusez-moi du mot un peu compliqué, c'est le fait de naturaliser ou d'essentialiser des éléments pratiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
on reste dans le bac de philo. Maintenant, c'est à vous de bosser pendant 4 heures. Ouais, c'est ça. Bravo. C'est que, je vais prendre un exemple très simple qui va vous parler. Par exemple, il y a des formations, on va dire, c'est des formations faites pour les femmes ou faites pour les hommes. D'accord ? Parce que on va se dire, tiens, les RH, oui, c'est bien, c'est féminin, ainsi de suite. Évidemment que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un gène RH et un gène féminin qui justifierait l'affaire. Oui. Mais c'est simplement que, par habitude de vie, parce que aussi, dans la vie, les rôles sociaux se départagent, hommes-femmes, par exemple, mais je pourrais prendre plein de catégories. Et souvent, les formateurs ne se rendent pas compte que derrière une réalité très pratique, il y a un jugement social. Je vous prends un autre exemple. Dans des copies, puisqu'on parlait de bac de philo, par exemple, il y a un élève qui écrit quelque chose, qui essaie de développer un argument, et le prof un peu énervé qui met, je sais pas, d'ailleurs très très négatif, mais par exemple, c'est une argumentation servile. Servile, ça veut dire qu'elle est véritablement sous la contrainte du pouvoir et qu'elle l'accepterait. Bon, ça se trouve, elle ne se rend pas compte que cet enfant-là est peut-être le fils ou un enfant de femme de ménage qui a des positions assez déclassées et qui n'a pas l'habitude d'être un fils de dirigeant, qui aura peut-être développé des formes de confiance en soi. Bien sûr. Bon, donc pour faire plus simple, l'impensé, il est dans le fait que derrière chaque individu, il y a quand même une histoire sociale qui est quand même relativement forte. Alors individuelle, mais aussi collective. C'est pas la même chose d'être un fils de prof que d'un fils de cadre dirigeant ou d'un fils de petit employé de banque. Enfin, voilà. Et ça, je trouve que c'est souvent quelque chose de méconnu. Et c'est là où les sciences sociales devraient être un peu plus enseignées ou développées dans l'enseignement en général. Et hop, le message est passé. Les réformes, par ailleurs, justement, autour du financement de l'apprentissage, est-ce que ça, c'est une opportunité ou un risque pour les écoles ? Comment vous voyez ça ? Ça, c'est vraiment un risque. C'est vraiment un risque. Ouais. Alors, c'est un risque parce que ça a duré peu de temps. Certes, les entreprises les ont beaucoup utilisés, mais là, on casse dans une forme, un moment récessif, on est en train de casser la machine. Et en plus, on la complexifie à mort. Si je peux me permettre de prendre l'exemple le plus débile de la Terre. Là, les entreprises actuellement, en fonction de la taille, sans trop rentrer dans le détail, mais peuvent avoir une aide pour recruter un apprenti de 2 000 € si elles sont grosses, et de 5 000 € si elles sont plus petites. Assez simple. Mais en même temps, l'État a voulu faire contribuer les entreprises pour leur faire payer une petite participation sur les niveaux un peu supérieurs. Ouais. Et en disant, si vous recrutez un alternant pour un bac plus 3 ou un bac plus 5, vous devrez payer 750 €. Okay, ouais. Donc vous recevez 5 000 d'un côté et vous devez redonner 750. Le truc le plus bête de la Terre, c'est de dire, au lieu de donner 5 000, je donne 4 250. Oui. Bon, l'État s'est dit non, parce qu'il y a eu plein d'interventions des uns et des autres. Et là, on vous donne 5 000, mais pour faire payer l'entreprise 750, vous n'imaginez même pas l'usine à gaz qui a été construite. Il faut facturer le truc en 4 fois. Vous imaginez facturer 4 fois 750 €. Si le jeune rompt pendant une période, machin. Enfin bref. Donc au lieu de faire un truc le plus simple, là, pour vous donner une idée, nous, à l'échelle d'une école, c'est 10 000 factures qu'on va devoir émettre. Souvent un peu à la mano pour se faire. Voilà. Bon, c'est le genre je pourrais en prendre plusieurs, mais j'en prends qu'un, d'éléments qui a été inventé et qui est le fruit un peu de notre résultat aussi politique. C'est-à-dire que plein de discussions, chaque lobby intervient pour essayer de défendre son bout de gras, et on arrive à une décision un peu stupide qui met tout le monde dans le jus. Ça veut dire qu'on manque encore d'échanges avec ceux qui font l'école, l'université Le problème, si vous voulez, c'est que vous avez plusieurs forces. Vous avez l'État, on va dire, central. Ouais. Vous avez les entreprises. Vous avez, et dans la formation aujourd'hui, vous avez le monde académique et le monde plutôt professionnalisant. Ce sont des gens qui ne se parlent pas tellement, voire qui se détestent pas entre eux, mais parce que par principe, ou en tout cas qui sont en concurrence. Et on arrive à des choses un peu stupides parce que, considérant par exemple que les uns, je vais prendre un cas très concret, l'université manque cruellement de moyens, mais vraiment, profondément. Mais c'est pas parce qu'entre guillemets on donne via une taxe à l'enseignement privé lucratif qui ferait de l'apprentissage que cet argent-là irait directement dans l'université si on disparaissait. Et en plus, l'université serait pas capable de faire de l'apprentissage comme nous parce que c'est pas sa destination. Donc on pourrait, je crois qu'on doit augmenter les budgets des universités, mais essayer de garder ce principe de l'apprentissage qui, lui, est un peu multiple. Pour ne prendre qu'un exemple. C'est très intéressant. Si vous deviez réinventer, ou inventer d'ailleurs, une école de A à Z, demain, vous commencez par quoi ? Alors c'est marrant parce que la question s'est souvent posée, en tout cas dans mes rêves, en me disant tiens, j'ai un budget. Et oui, parce que le rêve Alors moi, je suis devenu directeur d'école pendant 15 ans, mais j'avais enseigné à peu près la même durée.
Parce que justement, au bout d'un moment, une fois que vous râlez parce que vous voulez plus de choses, en disant, tiens, si je dirigeais mon école, qu'est-ce que j'en ferais? Ouais. Et bon, je suis jamais propriétaire de mon école. J'ai quand même des moyens qui me sont donnés par la structure. Bien sûr. Donc voilà. Je crois que ce que je revisiterais d'emblée, c'est le fait de ne pas faire de salle de classe. Et j'essaierais de faire des espaces qui soient complètement reconfigurés, un peu comme les espaces aujourd'hui de coworking, ou en tout cas des éléments beaucoup plus comme des labs, où on passerait de salles très différentes, mais pas des salles de classe classiques, parce que la première chose qu'on fait quand on prend un campus, c'est qu'on se dit, bon, il y a un couloir, combien je peux mettre de salles, 20, 30, vous voyez, et on réfléchit encore avec des schémas qui sont, à mon avis, un peu obsolètes. Et regardez des groupes type les GAFAM ou toutes les entreprises comme ça de la tech, elles ont elles-mêmes repensé tous leurs locaux il y a déjà 15-20 ans, parce qu'elles voient bien que ça joue sur la créativité, sur la joie d'être là. Enfin, bien sûr. Voilà. Je crois que c'est ce que je ferai en premier. On va passer maintenant à une autre partie de l'interview où je vais vous poser des questions plus courtes qui appellent des réponses plus courtes. Ok. Bon, je crois connaître la réponse avec un peu d'avance, mais alternance, est-ce que c'est une révolution ou une rustine? Ah non, c'est une révolution. On est d'accord. D'accord. Un seul mot pour résumer le supérieur français en 2025. Complexe. Ah, une compétence qu'aucune école ne vous a apprise. L'esprit critique. À quel moment vous l'avez appris? Alors, moi, je l'ai appris parce que j'ai fait de la recherche en sciences sociales. Ouais. Et pour le coup, c'est l'université qui me l'a donné, mais à travers la recherche, parce que justement, le fait de travailler sur ces mécanismes pas très connus ou qu'on veut cacher, c'est là où après, vous avez l'impression de découvrir et de révéler des choses, un peu comme un photographe révèle quelque chose. Ouais. Voilà, c'est un révélateur. Formateur ou intelligence artificielle qui transmettra mieux en 2030? Je pense que ça restera le formateur. Ouais. S'il évolue. Il y a un prof qui a changé votre vie? Oui, plusieurs même. Plusieurs. Alors, certains plutôt sur le fond, parce qu'ils m'ont appris des choses conceptuellement, et d'autres plutôt sur leur manière d'enseigner, parce qu'ils m'ont passionné, ils m'ont captivé. Voilà. Magnifique. Et si vous deviez passer, ce sera ma dernière question, le flambeau du micro de 20 sur 20 à une autre personne, à qui vous j'évoquais pensez? notamment... il y a deux personnes que j'aime beaucoup. Alors, je vais en donner deux, si vous me permettez. Ouais. Alors, Philippe Mérieux, que j'évoquais, parce que je trouve que c'est quand même un pédagogue fantastique et qui a su allier recherche et en même temps éléments pratiques. Et puis, je l'entendais, là, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que j'avais l'écrivain en tête, mais je l'avais un peu oublié en tant que prof. C'est Daniel Pénac. Et voilà, et toute la saga Malocène. Et il expliquait, il avait quand même une capacité en tant que prof de français à inventer des choses avec ses élèves qui étaient incroyables. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Erwan, Merci pour votre été invitation. parmi nous aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Et puis nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode de 20 sur 20.